J'ai le plaisir d'accueillir Anne-Sophie Castelnau. Anne-Sophie, que tout le monde peut-être a connue, quand Anne-Sophie était chez ING à Paris, où elle s'occupait de tous les bons clients français. Et puis Anne-Sophie a été promue, ça arrive partout, y compris dans les banques. Et donc Anne-Sophie a été promue et est partie loin, dans un pays que tout le monde connaît aussi d'ailleurs, les Pays-Bas, où maintenant Anne-Sophie s'occupe de la RSE et du développement durable pour l'ensemble du groupe ING. Et donc Anne-Sophie nous a proposé de nous dire quelques mots à propos de la tempête sur le climat et savoir si on pouvait quand même garder le cap sur la confiance. Merci Anne-Sophie. Merci Hervé. Et alors je réalise que je suis entre la session sur l'avenir des paiements et l'apéritif. Donc désolée de vous faire attendre, entre guillemets, mais ça arrive, effectivement. On va essayer de tenir sans problème les 20 minutes. Ravi d'être là, effectivement, et d'essayer de jouer autour du thème défini par Hervé. Donc, effectivement, je m'occupe de RSE, enfin de la politique en fait, de développement durable du groupe. Et ça consiste concrètement à définir, à partir d'un certain nombre de challenges qu'on a identifiés, ces challenges sociétaux auxquels on est confronté en tant que banque, de réfléchir à comment on peut agir. Et l'un de ces grands challenges, évidemment, c'est le climat. Et donc, on va essayer d'en parler quelques instants. Et peut-être pour démarrer, et en guise d'introduction, finalement, un sujet clé autour du climat. Je ne suis pas un spécialiste du climat à l'origine, je suis bancaire. Et effectivement, je me suis occupée longtemps de clients et du développement de relations et donc de création de confiance avec ces clients. Et concernant le climat, c'est pareil. On fait confiance à quoi? On fait confiance à la science. On fait confiance aux experts, à ceux qui concrètement savent de quoi ils parlent. Et donc c'est en guise d'introduction la posture qu'on a décidé d'adopter. On s'appuie sur évidemment les rapports du GIEC, et Dieu sait si ces derniers temps, ils nous ont alimentés en informations parfois un peu préoccupantes, ou même assez préoccupantes. On fait confiance à des organismes experts type l'Agence internationale de l'énergie, qui définit des scénarios qui permettent d'essayer de se projeter et de se faire une bonne idée de la direction dans laquelle on va, si on fait ou si on ne fait pas un certain nombre de choses. Parce que finalement, le climat, c'est quoi? C'est un réchauffement auquel on assiste aujourd'hui, avec un objectif de ralentir ce mouvement de réchauffement. Pour ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est concrètement réduire les émissions de gaz à effet de serre qui sont produits tous les jours par les différentes industries qui sont les industries de nos clients, mais qui sont aussi les émissions de gaz à effet de serre que nous, en tant qu'individus, on contribue à alimenter, parce que tous les jours, on chauffe notre maison, on conduit des voitures, on prend des avions, et tout ça participe à l'équation. Et c'est d'autant plus important de regarder ça dans ces moments un peu de tempête auxquels on est confronté aujourd'hui. C'est vrai qu'on a un conflit à l'est de l'Europe qui peut effectivement questionner sur nos priorités. Et ces priorités, on a fait le choix chez ING de les confirmer. Il n'est pas question pour nous de laisser tomber nos objectifs en matière climatique, même si c'est plus compliqué, effectivement, pour l'ensemble de la société aujourd'hui, que de dire qu'on continue d'accélérer et qu'on continue en particulier, par exemple, pour prendre un exemple précis, de continuer à sortir du charbon. C'est pas parce que c'est plus compliqué, effectivement, d'importer du gaz qu'on doit repartir en direction d'industries qu'on considère comme très néfastes vis-à-vis du climat. Donc ça, c'était, je dirais, un petit setting de scene pour introduire le sujet. Donc comment garder le cap dans ce moment compliqué? La première chose qu'on choisit de faire en tant que banque, c'est de faire confiance aux données. Donc j'ai parlé de faire confiance, de l'importance de in science we trust, mais aussi on fait confiance aux données. Et en fait, pour monitorer vraiment quelles sont les émissions de gaz à effet de serre liées au portefeuille de financement, parce que finalement c'est ça qu'on monitore quand on est une banque, c'est pas tellement l'empreinte qu'on a en tant que banque avec les différents immeubles ou les différents voyages de nos équipes. Ce qui est vraiment très impactant au niveau
global, c'est les émissions qui sont liées aux actifs, au financement qu'on octroie à nos clients. Et comment on peut mesurer ça? Et il nous faut des données. Et ces données, effectivement, c'est assez compliqué, mais on arrive à les récupérer. Et ces besoins d'utiliser davantage de données précises, ils sont massifs. Probablement pour certains d'entre vous qui sont dans des instances où on parle de régulation, vous avez vu arriver tout un tas de new régulations au niveau mondial qui vont vous conduire en tant qu'entreprise, vous aussi, à mesurer et à reporter dans vos rapports annuels, dans vos publications, les émissions liées à vos propres activités. Et c'est tout ça qu'en tant que banque, nous, on récupère pour essayer de mesurer la façon dont, dans le temps, les émissions des financements qu'on octroie à nos clients réduisent pour, et c'est l'objectif ultime auquel on a souscrit l'année dernière, arriver à un équilibre, à ce qu'on appelle un net zéro. Ce ne sont donc pas de nouvelles émissions en net d'ici 2050. Donc ça, pour pouvoir le faire, effectivement, il faut avoir des données et il faut les mesurer et il faut les suivre pour pouvoir s'assurer qu'on fait des progrès. La deuxième dimension qui est importante, c'est une dimension de partage. On a des métaphores autour de la navigation et clairement, il faut faire équipe. Il faut vraiment constituer un équipage pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Le premier équipage qu'on doit finalement constituer, c'est avec nos clients. On travaille énormément avec nos clients et en particulier avec les secteurs qui sont les plus émetteurs en matière de gaz à effet de serre ou de CO2. Donc on a identifié dans notre portefeuille finalement quels sont les secteurs qui contribuent le plus à ces émissions. Il y en a au total 9, mais il y en a 8 qui concernent les entreprises. C'est évidemment tout ce qui est lié à la génération d'énergie, mais également aux activités oil and gas. C'est en matière de transport, l'automobile, l'aviation et le transport maritime. C'est également le ciment et l'acier. Et enfin, c'est tout ce qui concerne l'immobilier. Et on est engagé dans l'accompagnement de nos clients pour comprendre finalement ce qu'ils mettent en place pour eux-mêmes faire évoluer leur business model et pour finalement arriver à décarboner les différentes activités qu'ils ont actuellement. Donc on travaille vraiment main dans la main afin de les accompagner et de financer. Donc c'est un travail de conseil, mais également des opportunités pour nous en tant que banquiers, d'engager avec nos clients et de les accompagner dans ces transformations. Mais on ne travaille pas seulement avec les clients, on travaille également avec nos pairs. Et c'est extrêmement important, il y en a beaucoup dans la salle. On travaille avec nos pairs pour essayer de définir des standards et de travailler dans la même direction. Et je crois qu'il y a un message en fait aujourd'hui à retenir, c'est que ces enjeux climatiques, il n'y aura pas un gagnant. Soit on gagnera tous, soit on perdra tous. Et donc il s'agit vraiment d'arriver à construire des coalitions où on arrive à partager des vues et à partager des méthodologies, à partager des visions sur le futur, à comprendre ensemble des nouvelles technologies qui sont nécessaires, à se rendre confortable avec ces choix-là et à financer les investissements qui en découlent. Le dernier groupe de stakeholders avec lesquels on travaille, c'est évidemment les gouvernements. Les gouvernements, l'Union européenne, mais également les Nations unies, etc., qui sont finalement ceux qui vont définir les règles du jeu et qui vont permettre d'accélérer ou au contraire, pas forcément, d'aller aussi vite que ce qu'on voudrait. Et donc c'est un gros travail de lobbying également, afin de s'assurer que le cadre réglementaire nous permet, nous, de financer des clients qui eux-mêmes vont être finalement conduits à accélérer ou pas dans leur propre transformation. Donc extrêmement important, on est tous, pour revenir à la métaphore d'Hervé, dans le même bateau, je crois que c'est très très clair, mais on est aussi sur un paquebot qui est très lent à faire bouger. Donc il y a énormément de discussions et les choses mettent du temps à se mettre en place parce que on est dans un environnement qui est extrêmement lourd. Le troisième élément que je voudrais souligner dans cette approche, comment finalement garder le cap, c'est également prendre soin, entre guillemets, de son équipage. Et c'est tout le sujet de la relation entre le climat et les impacts que ça a sur la société. Parce que finalement, toutes ces transformations qui sont nécessaires ne sont pas sans conséquences potentielles si on va trop vite.
Je donne 2 exemples pour illustrer ça. Premier exemple, une industrie qu'on a tous un peu dans notre ligne de mire actuellement, c'est l'industrie effectivement pétrolière. C'est clairement un point d'attention très fort. La question, c'est à quel rythme est-ce qu'on peut transformer la société pour finalement la rendre moins dépendante du pétrole et du gaz. Mais couper le robinet du jour au lendemain, ça serait absurde, comme le demandent certaines organisations non gouvernementales. C'est juste irréaliste. Le monde aujourd'hui ne peut pas fonctionner, malheureusement, sans industrie fossile, sans énergie fossile. Et donc ça, il faut le prendre en compte et se demander comment on peut accélérer le reste, finalement remplacer et faire en sorte que d'autres voies soient possibles, du renouvelable, pourquoi pas du nucléaire, pour permettre de overtime, dans le temps, remplacer cette industrie fossile. Deuxième exemple, en termes de répercussions sociales, on travaille aussi beaucoup, on a en tant qu'ING un gros portefeuille de crédits immobiliers, il est à peu près aussi gros que nos financements à destination des corporates. Et ces crédits immobiliers, concrètement, c'est des financements sur des actifs qui sont, pour certains d'entre eux, très peu, qui ont une efficience énergétique très mauvaise. Donc la question, c'est comment on incite les particuliers, finalement, à rénover leur immobilier. Non pas seulement en prenant des nouveaux crédits, mais là, on parle vraiment du stock. Et pour faire ça, il y a nécessairement de nouveaux financements qui vont être nécessaires pour accompagner ces particuliers dans ces travaux. La difficulté, c'est que souvent, ces particuliers, ils sont déjà très endettés, ils ont déjà un gros prêt immobilier. Donc, leur demander d'en rajouter une couche et de refaire des travaux, c'est pour certains d'entre eux juste impossible. Et donc, effectivement, il faut créer le bon écosystème et il faut arriver à accompagner sur le plan social et probablement en travaillant davantage avec les gouvernements à des solutions qui vont permettre de donner envie à des particuliers de rénover leurs biens immobiliers. Donc vraiment, les impacts sociétaux sont très directement connectés à ces enjeux climatiques, donc très important de prendre cela en compte également. Finalement, il y a une dimension sur laquelle on est aujourd'hui très attentif et on parle de confiance ici. Comment donner et garder cette confiance? Vous avez certainement entendu parler ces derniers temps, il y a eu un gros incident la semaine dernière, ou en tout cas une action prise par le régulateur allemand concernant l'entité DWS autour du sujet du greenwashing. Et donc effectivement, on est en tant que banque extrêmement conscient des responsabilités qu'on a vis-à-vis des annonces qu'on peut faire en la matière. Donc comment on fait en sorte de continuer à donner confiance et de donner une idée de la réalité de ce qui se passe au sein des organisations, l'objectif étant pas simplement d'avoir un discours, mais de mettre nos actes en connexion avec nos paroles. Donc pour ça, en tant qu'ING, on a revu complètement la gouvernance au sujet de l'ESG et on a défini un certain nombre de KPI, d'indicateurs extrêmement spécifiques qui sont le plus smart possible, donc mesurables, timés, et qu'on peut vraiment identifier et on les fait contrôler à la fois par la finance mais également par l'audit afin d'avoir des points de preuve démontrant effectivement qu'on fait des progrès année après année et que les ambitions dont on parle se traduisent également par des actes. Donc ça nous amène à être assez exigeants et par exemple à ne pas faire un certain nombre de choses. On est parfois sollicité par des clients sur notamment des sujets dont vous avez entendu parler, ce qu'on appelle les financements durables, les Sustainability Linked Loans, qui prennent en compte les KPI, les indicateurs des clients pour donner lieu à une réduction de marge quand ces indicateurs sont atteints. Et parfois, on considère que ces indicateurs ne sont pas assez solides, que ces indicateurs n'adressent pas les vrais problèmes auxquels nos clients font face.
Et donc, on a ce dialogue-là, et l'objectif, c'est effectivement de faire prendre conscience à nos clients aussi de ce risque qu'ils prennent à ne pas forcément afficher des ambitions qui soient à la fois suffisamment solides et qui démontrent leur engagement. Donc là-dessus, on est assez strict et on pense que c'est absolument nécessaire que d'être au bon niveau afin de continuer à donner cette confiance. Donc finalement, peut-être en conclusion, ce que je voudrais dire, c'est que sur le sujet du climat, on est vraiment au milieu d'une tempête. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ce film un peu catastrophe, mais qui est une belle métaphore, ce Don't Look Up. Effectivement, on a un peu sur le sujet du climat toutes les attitudes, l'attitude du président des États-Unis, Meryl Streep, qui est super et qui veut juste s'asseoir et évaluer la situation. Et puis, on a des scientifiques qui sont un peu comme deux grenouilles dans un pot de lait et qui transforment tout ça en beurre et qui font en sorte qui, in fine, ne peuvent pas faire autre chose que de constater l'arrivée de la comète. Donc je crois que c'est aujourd'hui, le moment n'est plus tellement à la réflexion, mais vraiment à l'action. Donc c'est vraiment un appel à travailler ensemble. Je crois que l'idée, c'est de ramer tous dans la même direction, si in fine, on veut arriver à bon port. Et donc finir par aligner nos objectifs à tous de croissance avec ces ambitions à la fois environnementales mais aussi sociales.